Voilà, bonsoir à tous, chers amis. Notre conférence sera donc enregistrée comme d'habitude sur Facebook. C'est ce qu'on vient de m'indiquer. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir le journaliste Michael Blum. Nous allons essayer de décrypter avec lui la nouvelle réalité politique israélienne, qui n'est pas effectivement un simple changement politique classique qu'un gouvernement qui remplace l'autre, mais là nous avons quasiment un changement de régime. Après un Premier ministre, Benjamin Netanyahou, célèbre s'il en fut, qui a dirigé le pays pendant plus d'une douzaine d'années d'affilée, avec encore un mandat dans les années 90. Donc c'est vraiment une page politique de l'histoire d'Israël qui se tourne. C'est vrai que nous avons essayé d'avoir un petit peu de recul en ne traitant pas le sujet de cette nouvelle élection tout de suite après, mais nous n'avons certainement pas encore suffisamment de recul pour nous rendre compte des nouveaux acteurs, de la nouvelle politique, des nouvelles orientations du pouvoir en place depuis donc maintenant bientôt une vingtaine de jours, si ce n'est 3 semaines. Le temps passe très vite et pourtant on sent là qu'il y a une nouvelle approche et c'est ce que nous allons essayer avec Michael de mieux comprendre, d'analyser. Alors on sait que c'est un sujet qui est sensible parce qu'il y a des gens qui ont des opinions d'un côté ou de l'autre, je ne veux pas dire à gauche ou à droite, parce qu'en Israël, on a bien compris aujourd'hui que la réalité politique israélienne est devenue beaucoup plus complexe. Religieux, non religieux, arabes, juifs, tout ça aujourd'hui, j'allais dire, est une nouvelle réalité qu'il faut appréhender. Et j'espère que Michael Blum va nous aider à y voir un peu plus clair. Voilà, je remercie d'abord Michael d'avoir accepté notre invitation et surtout Yasmine Manaim à Paris et Naftali Lévy à Jérusalem qui accompagne toutes nos conférences d'Israël s'invite chez vous depuis bientôt maintenant un an et demi avec bientôt une centaine de conférences. Donc vous connaissez notre façon de fonctionner, nous allons écouter notre intervenant et vous pourrez tout au long de son intervention poser des questions simplement par le chat et nous jugerons s'il est opportun ou pas d'interrompre le conférencier ou de lui poser les questions en fin de parcours. Voilà. Merci encore à vous, Shavuot Tov de Jérusalem et à tout à l'heure. Michael, la parole est à toi. Bonsoir Avi, merci de ton accueil. Merci à Yasmine et à Naftali de m'avoir invité et d'être présent ce soir. Alors, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va, Avi l'a très bien annoncé, il s'agit vraiment d'un changement historique. 12 ans de pouvoir de Netanyahou sans discontinuer. Et maintenant, une coalition, ça a déjà été dit un peu par tout le monde, une coalition hétéroclite, composée donc de 8 partis. Ça, c'est pas nouveau, c'est courant en Israël. Le système électoral permet que plusieurs partis, et parfois 5, 6, 7, 8, 10 partis fassent partie de la coalition. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette coalition rassemble donc 4 sortes de partis, en fait. 2 partis du centre, Yesh Atid de Yair Lapid et le parti de Benny Gantz, bleu-blanc, 2 partis de gauche, le parti travailliste et Meretz, 3 partis de droite, Yamina de Naftali Bennett, Tikva Hadasha de Gideon Sa'ar et Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman. Et comme vous le savez, le 8e partenaire de ce gouvernement, de cette coalition, Ra'am, avec 4 sièges, le parti islamiste dirigé par Mansour Abbas. Alors, comment on gouverne? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va changer? La première chose que j'ai faite quand on m'a proposé cette conférence, c'est d'aller voir ce que peu de gens consultent, en fait, c'est les accords de coalition. Les accords de coalition, c'est ce qui permet de savoir exactement ce qui va se passer pendant, a priori, les 4 années qui vont suivre, parce qu'il y a des élections tous les 4 ans, et donc, quel est le programme de ce gouvernement pour les 4 ans à venir? Alors, les accords de coalition sont un peu particuliers cette fois, parce qu'il y a 2 blocs. Il y a un accord cadre entre le parti donc, qui a le plus de sièges dans cette coalition, Yesh Atid, avec 17 sièges, le parti de Yair Lapid, et Naftali Bennett, Yamina, qui a 7 sièges, dont seulement 6 soutiennent cette coalition d'ailleurs. Et l'accord cadre oblige tous les autres partis à le respecter. C'est-à-dire qu'il a fallu d'abord créer un accord qui se mette d'accord, Lapid et Bennett, sur les lignes directrices de
de la politique de ce gouvernement, les autres partis ayant chacun signé avec le chef, entre guillemets, de leur bloc. Les deux blocs ayant une parité, non pas dans les chiffres, mais une parité dans les votes en tout cas importants. Alors, les deux blocs, c'est le bloc du centre-gauche, c'est-à-dire le bloc dirigé par Lapid, dans lequel il y a Bleu-Blanc, le Parti travailliste Meretz et Israël Beitenou, avec Avigdor Lieberman s'étant joint au bloc de Yair Lapid, et de l'autre côté, les deux partis de droite, Yamina et Tikva Hadasha de Gideon Sa'ar. Alors, ce qu'on va voir d'abord, c'est quel est l'accord cadre, quel est l'accord général. Alors, l'accord général stipule que le parti Ra'am, donc le parti islamiste, et on a vu cette photo de Lapid, Bennett et Mansour Abbas signant l'accord, que Mansour Abbas accepte aussi cet accord entre les deux formations, celle de Yair Lapid et celle de Naftali Bennett. Alors, pour l'instant, donc Naftali Bennett est le Premier ministre. Alors, c'est très rare, un Premier ministre avec seulement 7 sièges. Normalement, le Premier ministre, logiquement, est celui qui dirige le plus grand parti. C'est ce que Netanyahou a essayé de faire, puisque c'est lui qui a eu plus de voix, largement plus de voix que tous les autres partis. Néanmoins, il n'a pas réussi à former une coalition. Pour former une coalition, il faut 61 voix à la Knesset, et c'est Lapid Bennett qui ont obtenu ces 61 voix, et pas Netanyahou. Alors, Bennett est Premier ministre pour 2 ans, donc jusqu'au 27 août 2023. Et donc, comme je l'ai dit, il y a une égalité des blocs pour tous les votes en Conseil des ministres. Alors, la priorité de ce gouvernement, et ce qui est indiqué dans l'accord cadre, c'est le vote d'un budget biannuel, donc pour 2021 et 2022, qui doit être voté dans les 145 jours qui suivent la formation du gouvernement. On en est à 15, donc ils ont encore un peu de temps pour discuter du budget. On se rappelle que Netanyahou n'avait pas réussi à faire voter le budget dans son gouvernement précédent, qui était aussi un gouvernement d'union avec Benny Gantz. Et c'est donc la priorité de ce gouvernement, c'est faire voter un budget, le vote d'un budget étant essentiel, évidemment, pour la marche politique, pour faire fonctionner ce pays. Alors, qu'est-ce que Yamina et Yesh Atid ont fixé d'autre, en dehors du vote du budget? Alors, Yamina obtient donc pour l'instant le poste de Premier ministre, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Cultes, le ministère des Implantations et un vice-ministre au bureau du Premier ministre, ce qui est quelqu'un justement du parti de Bennett. Yesh Atid obtient le ministère des Affaires étrangères jusqu'en août, jusqu'au moment où Yair Lapid deviendra Premier ministre, le ministère de l'Économie, le ministère des Affaires sociales, de l'égalité sociale, le ministère des Renseignements, le ministère de l'Énergie, le ministère du Tourisme, et la présidence de la Knesset, présidence du Parlement, qui est un poste aussi important, même si ce n'est pas un poste gouvernemental, mais c'est l'homme qui décide sur quoi on peut voter et quand on vote quel projet de loi. Alors, une des choses les plus importantes, on y reviendra sûrement, et vous avez sûrement des questions sur le sujet, un des points les plus importants, c'est que Lapid et Bennett ont signé sur un accord de statu quo sur les questions religieuses. Alors, on sait que les Haredim, les partis ultra-orthodoxes, ne font pas partie de cette coalition, étaient très inquiets d'un changement drastique, dramatique pour les questions de religion et d'État. Alors, Lapid et Bennett se sont mis d'accord que les questions difficiles, les questions idéologiques, sont mises de côté dans ce gouvernement, et ce gouvernement va essentiellement s'occuper des questions sociales et questions sécuritaires, bien entendu, mais d'abord des questions sociales. Donc, c'est mettre de côté 2 sujets. Un, les questions de l'avenir de la Judée-Samarie. Il n'y aura pas dans aucun des accords de coalition entre Lapid et Bennett, il y a question de négociation avec les Palestiniens. D'ailleurs, le mot palestinien n'est pas employé dans aucun des accords de coalition. Donc, c'est un sujet qu'on met de côté. Et sur les questions religieuses, il y a le statu quo, c'est-à-dire les questions religieuses, le statut personnel, les conversions, le respect du Shabbat dans le domaine public, la cacheroute, le rabbinat, les mariages, les divorces. Tout changement ne peut se faire uniquement avec l'accord de l'ensemble des partis de la coalition. Et on sait qu'entre Yamina et Tikva Hadasha, qui ne sont pas des partis religieux, mais qui ont
un certain nombre de députés religieux et proches des questions religieuses, et de l'autre côté, Meretz et le Parti travailliste, qui sont pour des changements, et Lapid et aussi Israël Beiteinu, Victor Lieberman, qui sont pour des changements fondamentaux dans les lois religieuses, ce statu quo permet finalement à ce gouvernement de ne pas exploser tout de suite et de pouvoir avoir une coalition stable pour un certain temps. Néanmoins, Lapid et Bennett ont signé sur un certain nombre de points de questions religieuses, notamment la possibilité, les deux s'engagent à changer le corps électoral du grand rabbin d'Israël afin qu'il y ait des grands rabbins d'Israël sionistes. Ces dernières années, c'est les ultra-orthodoxes qui avaient la majorité dans ce corps électoral, et donc la direction du rabbinat israélien était tenue par des ultra-orthodoxes. Cette fois, et Lapid et Bennett s'engagent à essayer de changer ça pour qu'il y ait des rabbins sionistes, comme ce fut le cas il y a plusieurs dizaines d'années. Autre loi qui a été signée, autre projet de loi qui a été signé et qui a déjà été soulevé ce dimanche lors du deuxième Conseil des ministres, c'est une loi sur la circonscription permettant, abaissant l'âge de la dispense pour les étudiants des yeshivot. Vous savez qu'en Israël, quelqu'un qui étudie à la yeshiva a un report du service militaire, c'était jusqu'à 24 ans, ça va être baissé à 21 ans. C'est-à-dire qu'un jeune qui veut quitter la yeshiva peut rentrer dans le monde du travail plus jeune. Et évidemment, c'était une loi qui gêne également les partis ultra-orthodoxes, mais sur laquelle cette loi a déjà été proposée et votée, et finalement a été bloquée par les partis ultra-orthodoxes. Et là, elle revient à l'ordre du jour. Autre loi sur laquelle ils se sont mis d'accord et qui est dans l'accord de coalition, je rappelle que là, je parle que des accords de coalition, donc si un des points que j'évoque n'est pas respecté par les deux partis, a priori, ce gouvernement est en danger. Pour l'instant, ils se sont mis d'accord aussi donc, sur une loi donnant des allocations chômage aux indépendants. Jusque-là, ça n'existait pas. Les indépendants ont connu une grosse crise avec le corona, et donc il s'agit d'un plan pour aider les travailleurs indépendants, qui sont nombreux en Israël, à pouvoir toucher le chômage comme les salariés. Sur la question de la souveraineté en Judée-Samarie. Alors, donc, on a vu, il n'est pas question de négociation, il n'est pas question non plus d'annexion. On se souvient que sous le gouvernement Netanyahou, avec le soutien de l'administration américaine, l'administration Trump, il était question d'une annexion au moins de la vallée du Jourdain, d'une partie de la Judée-Samarie. On sait que Naftali Bennett est pour une annexion de la zone C. La zone C, c'est la zone de Judée-Samarie qui est totalement sous le contrôle israélien, dans laquelle l'autorité palestinienne n'a aucun droit. Alors, ce qui a été l'accord entre Naftali Bennett et Yair Lapid, c'est que la souveraineté israélienne est conservée sur la zone C, et dans cette région, le gouvernement va lutter contre les constructions illégales des Palestiniens qui essayent justement de grignoter du terrain dans cette partie de la Judée-Samarie. Un des points importants donc, qui engage tout le monde, c'est que ce qu'on appelle en Israël les Chukei Yesod, c'est-à-dire c'est les lois de base qui remplacent la Constitution. Pour voter ces lois, il faut l'accord de tous les partis, des 7 partis, des 8 partis signataires des accords de coalition, pour faire un vote d'une loi de base, une loi constitutionnelle de l'État d'Israël. Dernier point sur lequel Bennett et Lapid se sont mis d'accord, et on l'a vu, ça a été voté, ça a été mis en place déjà, c'est la mise en place d'une commission d'enquête sur la catastrophe de Méron, dont on a appris ce matin déjà la constitution, avec quels seront les membres de cette commission. Elle avait été bloquée, cette commission, par les partis ultra-orthodoxes, justement, lors du précédent gouvernement Netanyahou. Alors, à partir du moment où c'est les grandes lignes de l'accord cadre, maintenant, on va voir rapidement quels sont les accords signés entre chaque parti, chacun des partis. Alors, je ne vais pas vous donner tout ce qui a été signé, mais ça permet de comprendre en fait les différences entre les différents partis de la coalition et d'essayer de comprendre la complexité de cette coalition inédite. Alors, Tikva Hadasha, Gidon Sa'ar, donc parti très à droite, obtient donc
4 ministres, mais pour 5 portefeuilles. Le portefeuille de la justice, qui était très important pour Gideon Sa'ar, avec comme exigence le poste de conseiller du gouvernement et de procureur de l'État va être divisé en deux. Jusque-là, c'était la même personne. À l'heure actuelle, Avichai Mandelblit, qui est à la fois celui qui conseille le Premier ministre et le gouvernement, et celui qui peut engager des poursuites judiciaires. C'est lui qui dirige, c'est lui qui a inculpé le Premier ministre. Ça paraissait illogique à une partie de l'opposition à l'époque. Aujourd'hui, ce poste va être le procureur général et le conseiller juridique du gouvernement. Jusque-là, c'était un seul poste. Maintenant, ça va être divisé en deux. C'est une des demandes de Gideon Sa'ar. Autre demande de Gideon Sa'ar, donc il obtient le ministère de la Justice, on l'a dit, puis Sa'ar lui-même remplacera Yair Lapid en 2023 aux Affaires étrangères. Ils obtiennent aussi le ministère de l'Éducation, du Logement, des Communications et le ministère de Jérusalem, un petit ministère qui est chargé de développer la capitale. Par ailleurs, Gideon Sa'ar est vice-premier ministre, un poste qui n'a pas été occupé depuis des années, dont les contours ne sont pas encore très clairs. Alors, qu'est-ce que Tikva Hadasha, qu'est-ce que Gideon Sa'ar a exigé dans l'accord de coalition? Alors, c'est le vote d'une loi qui empêche un Premier ministre de siéger plus que 8 ans. C'est donc c'est une loi anti-Netanyahou pour empêcher Netanyahou de revenir au pouvoir. On l'a vu donc aussi, on l'a vu au niveau du ministère de la Justice. Tikva Hadasha pendant la campagne électorale, a beaucoup parlé de la dépénalisation de l'utilisation du cannabis pour les utilisateurs du cannabis, et par ailleurs un soutien de l'État au cannabis médical. C'est un des points importants de leur programme. Autre point, les crèches passent sous la responsabilité du ministère de l'Éducation, ce qui n'était pas le cas avant. Et d'autres réformes aussi au ministère de la Justice, notamment que les fautes légères ne soient pas criminelles. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une faute, qui est puni, n'est pas un dossier qui va le poursuivre toute sa vie. Pour le reste des exigences de Tikva Hadasha, ça rejoint celle de Yamina, notamment sur la zone C, avec le respect de la souveraineté israélienne dans cette région. Maintenant, à gauche, Meretz a mis un accord, la première ligne de l'accord de coalition de Meretz avec Yair Lapid. Aucun nouveau parti ne peut entrer dans cette coalition sans l'accord de Meretz. Alors, c'est important, c'est-à-dire que si les partis ultra-orthodoxes, on sait que Bennett avait tendu la main aux partis ultra-orthodoxes, ils ne pourront pas entrer si Meretz n'est pas d'accord. C'est un barrage donc directement aux partis ultra-orthodoxes. Alors, Meretz obtient le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, qui était un des points importants de leur programme, et aussi le ministère de la Coopération régionale, qui a été donné à Issaoui Frej, ministre arabe musulman, qui est le deuxième ministre arabe musulman de l'histoire du gouvernement israélien. Alors, Meretz a exigé aussi qu'il n'y ait aucun geste unilatéral au niveau politique, c'est-à-dire pas de construction de nouvelles localités juives en Judée-Samarie. Ils demandent aussi à ce qu'il y ait une défense dans les lois, une défense des droits des LGBT. Ils demandent que l'ouverture des magasins Shabbat soit donnée non plus par le ministère de l'Intérieur, mais par les mairies, c'est-à-dire que chaque mairie, chaque conseil régional peut décider si oui ou non il y aura à la fois des transports publics d'ailleurs et l'ouverture des magasins. Jusque-là, c'était le ministère de l'Intérieur qui était tenu ces 10 dernières années par chasse, donc il n'y avait pas d'autorisation de manière générale. Et là, ce serait un changement important. On ne sait pas encore quelle est la position de Bennett sur la question, parce que ça n'a pas été évoqué dans l'accord avec Lapid, mais sur lequel je rappelle qu'il y a un statu quo. Donc, a priori, c'est plus de la part de Meretz, et on verra du Parti travailliste qui a les mêmes exigences. C'est plus déclaratif pour rassurer leur électorat, plutôt que quelque chose qui va passer dans les semaines ou dans les mois à venir. Meretz exige aussi une réforme du système de santé publique et également de renforcer
l'éducation à la démocratie dans les écoles, la lutte contre le racisme et encore d'autres choses. Le Parti travailliste obtient le ministère des Transports, le ministère de la Sécurité intérieure, c'est-à-dire la responsabilité de la police, et le ministère de la Diaspora. Alors, le ministère de la Diaspora, c'est un ministère qui est un petit ministère, mais cette fois-ci, le Parti travailliste obtient que sous sa tutelle, il y a les programmes de Massa et de Taglis, c'est-à-dire les programmes d'aide, de soutien aux jeunes de diaspora qui viennent en Israël, soit pour l'intégration, soit pour leur faire connaître le pays, passent sous la responsabilité du ministère de la Diaspora. Jusque-là, ils étaient sous la responsabilité directe du Premier ministre. Le Parti travailliste exige aussi la parité dans le salaire pour le service public. On sait que les femmes en Israël ont des salaires inférieurs à ceux des hommes. Et le Parti travailliste exige aussi que l'accord sur le Kotel, qui a été voté au gouvernement en 2016, soit mis en place. De quoi on parle? On parle qu'au Kotel, il y a une partie du mur, enfin à la droite de ce que vous connaissez tous, il y a une esplanade qui sera réservée aux prières pour les réformés. Donc, en fait, un espace familial, un espace mixte qui permet à ceux qui le désirent de prier ensemble. À l'époque, Naftali Bennett, qui était ministre de la Diaspora, avait soutenu ce projet, qui avait été aussi initié par Nathan Sharansky, qui a été ministre de Netanyahou, et Bennett aussi. Finalement, ça n'a pas été fait et ça devrait l'être dans ce nouveau gouvernement. Le parti bleu-blanc de Benny Gantz obtient le ministère de la Défense, Benny Gantz restant en poste, ainsi que le ministère de l'Intégration, le ministère des Sciences et le ministère de la Culture et des Sports. Alors, bleu-blanc, ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul parti qui, dans les accords de coalition, mentionne le renforcement des liens juifs, des renforcements avec les liens des juifs de la diaspora, et aussi qui appelle à un budget élargi pour l'intégration des juifs du monde entier. Aucun autre parti n'a parlé de l'ALIA, on y reviendra peut-être. Bleu-Blanc demande aussi un soutien financier important pour les localités israéliennes au bord de la bande de Gaza, qui ont été particulièrement touchées lors de la dernière guerre, mais pas seulement, qui depuis des années souffrent vous savez, des roquettes, et donc crise financière très grave pour ces localités. Bleu-Blanc a mis dans son accord aussi une aide dans le secteur arabe et druze, plus de budget pour les sports, pour la culture, et un plan général pour la Galilée, pour le développement de la Galilée, notamment avec l'ouverture d'un hôpital en Galilée, une aide importante de l'État pour les agriculteurs, et aussi l'accord du Kotel, et aussi la zone C comme Yamina dans l'accord cadre. On passe à Israël Beiteinu. Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman, et je vous rappelle, Avigdor Lieberman est un parti de droite, mais c'est aussi un parti laïque. Alors, il obtient le ministère des Finances avec 2 ministres. C'est déjà arrivé. Le Likoud avait déjà 2 ministres des Finances, en l'occurrence sous Ariel Sharon, avec Binyamin Netanyahu, ministre des Finances, et Meir Shetrit. Là, il y a aussi 2 ministres donc, qui vont gérer ensemble les finances sous la houlette d'Avigdor Lieberman. Ils obtiennent aussi le ministère de l'Agriculture et le ministère du Développement du Negev, de la Galilée, et ce qu'on appelle la périphérie sociale. Alors, pour Israël Beiteinu, un point qui n'a pas été évoqué jusque-là, mais qui est essentiel pour Israël Beiteinu, qui est les études, ce qu'on appelle en hébreu l'imoudé liba. C'est-à-dire que les études de base, notamment mathématiques et anglais, qui soient obligatoires pour l'ensemble des élèves scolarisés. Une école qui reçoit un budget de l'État est obligée d'enseigner jusqu'à la fin de la scolarité les mathématiques et l'anglais, ce qui n'était pas le cas dans certaines écoles ultra-orthodoxes qui obtenaient néanmoins des budgets de l'État et dans lesquelles ces matières n'étaient pas enseignées. Pour revenir sur cette histoire de 2 ministres des Finances, je n'ai pas compris. Pour le budget étant important, et Avigdor Lieberman exige un contrôle total du ministère, comme il y a beaucoup de choses à faire, au lieu que ce soit, comme c'est d'habitude le cas, un vice-ministre qui soit nommé au ministère des Finances. Ça a toujours été le cas, il y a toujours un vice-ministre. Cette fois, il obtient un ministre, c'est-à-dire quelqu'un qui a plus de responsabilités,
Et c'est une des choses que Avigdor Lieberman a obtenues. Précisons qu'il a aussi obtenu la présidence de la commission des finances de la Knesset. Là, je ne suis pas rentré dans les détails du partage des commissions parlementaires, mais là, pour Lieberman, il devient ici un élément essentiel de la coalition. En fait, chacun des partis, Gantz avec la défense, Bennett au poste de Premier ministre, Lapid avec plus de ministères que tous les autres partis, avec presque la moitié des ministères. Chacun obtient un poste particulièrement important. Et pour Lieberman, c'est évidemment essentiel puisqu'on parle des finances de l'État d'Israël. Avec Michael, avec ta permission, je crois que c'est le ministère des Finances et le ministère de l'Économie. Non, le ministère de l'Économie est un autre ministère qui en fait l'économie est en fait c'est ce qui était le ministère de l'Industrie et du Travail, c'est-à-dire qui s'occupe de développer le secteur industriel. Et ça, c'est à Yesh Atid avec comme ministre Orna Barvivai, ancienne générale. Donc, c'est deux ministères différents, mais c'est vrai que c'est pas évident de comprendre la différence entre les finances et l'économie. Je suis d'accord avec toi. Dernier parti donc, dans ces accords de coalition, c'est Ra'am. Ra'am, le parti islamiste. Alors, on pourra en parler longtemps, il y aura peut-être des questions sur le sujet. Mansour Abbas a obtenu ce qu'aucun parti arabe n'avait obtenu jusque-là, c'est-à-dire de faire partie de la coalition sans en faire partie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ministre, mais dans l'accord de coalition, il n'y a pas mention d'aucune revendication nationaliste. Or, jusque-là, les partis arabes à la Knesset avaient avant tout des revendications nationalistes. Ils parlaient d'un accord de paix avec les Palestiniens, ils parlaient de leurs frères palestiniens, ils se présentaient comme des Palestiniens. Or, cette fois, Ra'am dit « Nous sommes israéliens, nous voulons bénéficier des mêmes droits que tout le monde et nous sommes prêts à soutenir cette coalition et c'était un élément essentiel pour que ce gouvernement existe, puisque sans Ra'am, il n'y a pas de majorité de 61 sièges nécessaire à former un gouvernement. Donc, Ra'am demande de l'argent et beaucoup d'argent. Alors, de manière précise, il s'agit, ça a été dit dans la presse, d'un total de 53 milliards de shekels. C'est une somme énorme. Il faut savoir que ce n'est pas une somme qui va être donnée maintenant du budget 2021. Une partie de ce budget est une partie qui va être donnée immédiatement. On parle de 2,5 milliards, par exemple, pour lutter contre la criminalité dans les villes arabes, qui a fait beaucoup de dégâts ces dernières années. Il y a 30 milliards de shekels qui sont sur un plan quinquennal pour aider les villes et les villages arabes à travers le pays, et encore à peu près 20 milliards de shekels qui sont donnés sur un plan sur 10 ans pour l'avenir des développements des infrastructures et de l'aide au secteur arabe en général. C'est-à-dire que c'est une enveloppe énorme, et alors pour que ça fonctionne, Bennett et Lapid ont signé avec Mansour Abbas que comme il s'agit d'un plan sur 5 ans, sur 10 ans, sur 2 ans, selon les domaines dans lesquels cet argent est prévu, il a obtenu que ce soit fait, que ce soit voté par le gouvernement. Ça n'a pas encore été voté par le gouvernement, il faut que le gouvernement vote. À partir du moment où le gouvernement va voter l'allocation de ce budget, ça va donner automatiquement, si demain il y a un autre gouvernement, il ne pourra pas annuler cette distribution du budget de l'État pour le secteur arabe. En échange, comme je vois que la question est posée, en échange, Ra'am accepte de voter avec la coalition pour l'ensemble des projets de loi qui seront votés. Ils ne peuvent pas voter contre la coalition, c'est la discipline de la coalition, et c'est un engagement qui est donc historique, parce que c'est la première fois qu'un parti arabe accepte de voter avec la coalition. Et il y avait déjà eu des Arabes qui avaient accepté, des partis arabes qui avaient accepté de s'abstenir pour ne pas faire tomber certaines lois, comme à l'époque des accords d'Oslo sous Rabin. Mais là, c'est différent, il s'agit de voter avec la coalition pour notamment tout ce qui avait été indiqué avant. Alors, avant de vous donner la parole, il y a encore un certain nombre de points qui sont évoqués, non pas dans les accords de coalition. Les accords de coalition sont les accords qui sont présentés à la Knesset et sur lesquels la Knesset a voté, pour ou contre. En l'occurrence, ce que je viens de dire, c'est les points sur lesquels 61 députés ont voté. Maintenant, il y a d'autres projets
du gouvernement qui ont été annoncés par tel ou tel parti et sur lesquels la coalition est d'accord. On va passer rapidement, mais il s'agit de se rappeler qu'au-delà de ce qui a été dit, il y a des questions essentielles aujourd'hui pour l'avenir de l'État d'Israël. Le corona refait une apparition inquiétante. La lutte contre le corona empêchait que le variant Delta ex-indien revienne en Israël est un point essentiel de la politique du nouveau gouvernement. Il y a l'Iran, l'accord avec l'Iran, empêcher par tous les moyens que l'Iran puisse posséder l'arme nucléaire et puisse s'implanter militairement en Syrie et dans la région. On l'a vu, le vote du budget de l'État, l'aide aux indépendants, renforcer les relations avec l'administration américaine. On sait que Biden et Netanyahou n'étaient pas très amis. Cet après-midi, Yair Lapid a rencontré son homologue américain à Rome. C'est une des priorités de ce gouvernement, renforcer les accords d'Abraham signés par Netanyahou avec avec plusieurs pays arabes voisins et continuer ce processus pour signer avec d'autres pays, renforcer les relations qui débutent avec l'Arabie saoudite et avec certains pays musulmans. Il y a la lutte contre la cybersécurité, qui est une des priorités aussi de ce gouvernement, la lutte contre la criminalité dans le secteur arabe, on en a parlé, le renforcement des pouvoirs locaux, donner plus de force aux mairies et moins aux ministères. Il y a aussi la lutte contre les violences conjugales, qui est un des points sur lesquels tous les partis se sont mis d'accord aussi, parce que c'est une des priorités. On a beaucoup parlé ces dernières années et c'est important pour ce gouvernement. La baisse des inégalités sociales, le développement des transports publics, notamment du métro à Tel Aviv, de nouvelles lignes ferroviaires et la lutte contre les accidents de la route. Il y a les aides financières à ceux qui ont été particulièrement touchés par le corona, les sportifs, les artistes, les professionnels du tourisme, bien entendu, et aussi les petits commerces et les indépendants. La construction d'un hôpital en Galilée, mais aussi un nouvel hôpital dans le sud. Il y a un hôpital à Beersheva, mais il n'y a pas d'hôpital dans le Negev. Il faut rattraper au ministère de l'Éducation, les retards scolaires dus au corona. C'est une crise que vous pouvez imaginer, presque un an où les élèves ont étudié quand ils pouvaient par Zoom. Il faut faire baisser le chômage qui a augmenté aussi. Il y a la lutte contre la pollution, la baisse du prix de l'eau qui est très élevée, développer la production locale de l'agriculture, renforcer les liens avec les juifs de la diaspora, notamment avec les juifs américains avec qui le lien s'est un peu affaibli ces dernières années. Il faut faire baisser les prix du logement et à l'achat et à la location. Il y a une réforme du rabbinat, notamment sur la cacheroute. Bennett a parlé de concurrence, c'est-à-dire de permettre au rabbinat de surveiller et d'autoriser à plus de gens la surveillance de restaurants. Il y a l'aide aux Olim de l'Occident, notamment la France. Naftali Bennett avait publié avant les élections un plan pour la France d'aide spécifique pour les Olim de France, avec l'arrivée à la Knesset du député français Yom Tov Kalfon. Il pourra peut-être développer ce programme attendu par beaucoup en France et en Israël. Le ministère Benny Gantz a aussi parlé d'une aide financière importante pour les Yordim, ceux qui ont quitté le pays et qui voudraient revenir, obtenir les mêmes aides que pour des nouveaux immigrants, augmenter les subventions pour les rescapés de la Shoah, faire une réforme de la Poste. On sait, c'est presque une blague en Israël que la Poste ne fonctionne pas très rapidement, on va dire. C'est un des projets aussi de ce gouvernement, de faire une réforme réelle, de faire baisser les prix d'Internet, de mettre la 5G dans tout le pays. Et deux points essentiels, évidemment, qui sont ramener les corps des 2 soldats et les 2 otages en vie, probablement à Gaza, et parallèlement renforcer la lutte contre le Hamas et parallèlement la coopération sécuritaire avec l'autorité palestinienne qui s'est poursuivie quasiment sans interruption sous tous les mandats de Netanyahou et qui va normalement se poursuivre, mais qui est un élément essentiel de la sécurité en Judée-Samarie et en Israël. Voilà les questions qui sont à l'ordre du jour du nouveau gouvernement. Alors, est-ce que ce gouvernement va tenir 4 ans, 2 ans, 6 mois, 8 mois? L'opposition a montré, et Netanyahou a montré qu'il ne s'est pas retiré, qu'il est prêt à se battre contre ce gouvernement. Et on rappelle qu'il est fragile, puisqu'il n'y a que 61 voix, y compris les voix d'un parti islamiste
donc un parti qui n'est pas, disons, qui n'a pas les mêmes engagements que les partis sionistes envers l'État d'Israël. Voilà, si vous avez des questions, je suis ouvert à toutes les questions. אבי, לא שומעים אותך, אני לא יודעת אם אתה... Donc, je disais, Michael, je vais commencer par une question, j'allais dire, très sectorielle, hein, parce qu'on est quand même dans un gouvernement sectoriel. Tu as parlé des engagements de Bennett avant d'être Premier ministre. Est-ce qu'on sait si dans l'accord de gouvernement, il y a un engagement beaucoup plus concret de Bennett en tant que Premier ministre par rapport à la communauté juive de France et par rapport à l'ALIA? Alors, depuis l'élection, depuis 2 semaines, depuis que le gouvernement est mis en place, le mot France n'a pas été prononcé par Naftali Bennett en Conseil des gouvernements, mais à une réunion des membres de son parti, saluant l'entrée à la Knesset la semaine prochaine de Yom Tov Khalfon, il a dit il va faire avancer la cause des Olim de France, mais ça ne figure dans aucun accord de coalition entre Yamina et les autres membres de ce gouvernement. D'accord, alors je viens maintenant à une des premières questions qui nous est posée, j'espère pouvoir les lire. Elle est un peu longue. Ne pensez-vous pas que le seul accord de coalition était de barrer la route à Bibi? Alors, sans entrer dans les dimensions politiques, je crois que c'était clair. Enfin, tu peux laisser répondre, mais il est évident que c'est une coalition qui avait aussi comme but de changer le pouvoir, effectivement. Bien sûr, Netanyahou a tenu un discours on peut faire un gouvernement de droite, et Bennett s'était proposé dès le départ, il avait dit moi je préfère un gouvernement de droite, je préfère entrer avec Netanyahou, mais c'était à Netanyahou de trouver suffisamment de partenaires pour former ce gouvernement de droite, en sachant que Gideon Sa'ar, qui est issu du Likoud, et tous ses députés, tous ses élus sont aussi des anciens du Likoud, souvent des anciens proches de l'ancien Premier ministre, avait refusé. Il a dit on ne rentre pas avec Netanyahou si Netanyahou est encore Premier ministre, on rentrera avec le Likoud que si Netanyahou sera remplacé. Donc oui, ce gouvernement s'est formé, je dirais, à part Bennett, tous les autres avaient comme condition que Netanyahou ne soit pas Premier ministre. Bennett était le seul à accepter de rentrer en coalition avec Netanyahou, mais ça ne suffisait pas à Netanyahou pour former cette coalition. Est-ce qu'on peut dire finalement que c'est un gouvernement, j'allais dire, plus civil que militaire, dans le sens où les questions territoriales, les questions sécuritaires seront moins mises sur le devant de la scène que les questions de politique intérieure telles que tu les as définies dans les grands accords de coalition, les problèmes de l'eau, les problèmes de route, les problèmes d'éducation. Donc on va remettre au centre, j'allais dire, le côté plus civil que l'image d'Israël, qui est un pays qui ne met finalement en avant que ces questions sécuritaires et militaires. C'est évident que la priorité, il faut reconnaître que Netanyahou, malgré la guerre récente, les 11 jours de guerre avec le Hamas à Gaza, Netanyahou, ces dernières années, a permis on va dire, un calme sécuritaire relatif. Il n'y a plus d'attentats, enfin en tout cas il y a des tentatives d'attentats, mais elles échouent grâce aux services israéliens, mais aussi grâce, on en parlait, à la coopération sécuritaire avec l'autorité palestinienne. La force de Tsahal aujourd'hui, on sait, ça a été annoncé, l'Iran a frappé des centaines de fois en Syrie contre des cibles iraniennes, vraisemblablement aussi en Iran. Parfois, c'est Bennett, cette semaine, la semaine dernière, l'a laissé entendre. La situation sécuritaire est suffisamment stable, et l'armée, le Shin Bet, le Mossad et les autres services de sécurité sont suffisamment forts pour que ce gouvernement, tout en continuant de donner tous les budgets possibles pour assurer la sécurité et l'avenir sécuritaire de l'État d'Israël, puisse se concentrer essentiellement et puisse trouver des accords pour développer les questions civiles, questions sociales et d'ordre économique, je dirais presque pour la poche de chacun des Israéliens. Une question un petit peu sur le système politique israélien. Quelque part, le dernier parti, sans prendre parti, je dis ça évidemment, hein, le dernier parti
qui respecte les règles classiques de la démocratie des primaires, j'allais dire des élections, qui était le Likoud. Ce parti, finalement, a été puni aux élections. Et tous les autres partis qui sont des partis d'un seul homme, des partis beaucoup plus autoritaires, avec moins de base, moins de démocratie quelque part, ont été récompensés. Est-ce que c'est la fin d'une certaine vision de la politique israélienne? Alors d'abord, le Parti travailliste et Meretz sont aussi des primaires. Naftali Bennett a passé ces 2 dernières années à changer de structure politique. Il a été dans Foyer Juif, Yamin Hadash, il a eu plusieurs casquettes. Il a décidé que Yamina allait maintenant être une vraie plateforme politique. Il veut aussi créer un système de primaires avec des militants à travers le pays. Je ne crois pas que ce soit fini le système des primaires, mais on pourrait discuter sur le bien fondé de ce système. Est-ce que c'est le meilleur pour la démocratie ou pas? Ça peut se discuter, mais je ne crois pas que l'échec du Likoud ici aux élections montre la fin d'un système de primaires et d'un système démocratique, en tout cas au sein même des partis. Alors, on a parlé de la question palestinienne. Quelque part, elle va être mise probablement en veilleuse pendant un moment. Est-ce que ça aurait des implications sur notre alliance stratégique avec les États-Unis et, j'allais dire, avec les autres pays de la région qu'il a évoqué un petit peu à travers les accords d'Abraham? Est-ce qu'il y a une nouvelle vision dans ce gouvernement par rapport à au grand frère américain, par rapport à une stratégie moyen-orientale beaucoup plus large avec les pays comme l'avait défini Ben Gurion à l'époque, j'allais dire du 2e et du 3e cercle du monde arabe autour de nous, ou bien c'est un sujet qu'on va mettre un petit peu en veilleuse pour ne pas justement susciter des conflits à l'intérieur de la coalition? Je crois que ce qui met en veilleuse la question palestinienne, c'est les Palestiniens eux-mêmes. C'est-à-dire que l'incapacité pour les Palestiniens de se réunir, c'est-à-dire que le Hamas et l'échec de la réconciliation palestinienne entre le Hamas et le Fatah de Mahmoud Abbas, fait que pour les partenaires habituels des processus de paix, notamment l'administration américaine, ils disent « si vous n'y arrivez pas, on ne va pas vous aider ». Et quelque part, tant que c'est peut-être l'intérêt d'Israël, et là-dessus, je crois que le gouvernement Lapid-Bennett a la même vision que celui de Netanyahou-Gantz, c'est-à-dire que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'élection, tant qu'ils sont divisés et qu'il n'y a pas un front uni contre Israël, on profite à la fois d'une coopération sécuritaire avec Abbas, avec certes des critiques face à l'autorité palestinienne qui continue de financer les prisonniers et les familles des terroristes. Mais néanmoins, en le gardant près de soi la carte sécuritaire et l'intérêt sécuritaire de Mahmoud Abbas qui se sait protégé aussi par Israël face à la menace islamiste. Et de l'autre côté, une lutte contre le Hamas sans concession. On l'a vu que ce soit avec Netanyahou, avec Bennett, c'est pareil, il n'y a pas un discours différent. Je pense que Israël d'aujourd'hui, le nouveau gouvernement, va privilégier en effet le dialogue avec les pays arabes pour qui la question palestinienne n'est plus d'actualité non plus. Et on l'a vu ces dernières années, lors de la signature des accords d'Abraham, que la question palestinienne est à peine évoquée dans les accords avec les Émirats arabes unis ou avec d'autres pays arabes modérés. En tant qu'observateur francophone, je vais le dire, je ne veux pas dire français parce que ça fait de très nombreuses années que nous sommes en Israël, on reste quand même surpris du fait que nous sommes arrivés à une situation quasiment de blocage politique, quelque chose d'assez exceptionnel dans l'histoire d'Israël, avec 4 élections successives en moins de 2 ans. Et aucun grand dirigeant israélien de façon forte n'a tenté de proposer un changement important du système politique israélien. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas, j'allais dire, de pensée politique israélienne? Est-ce que tout le monde se satisfait de ce système pour pouvoir tirer ses marrons du feu? Est-ce que, je ne sais pas, ça reste surprenant, nous qui connaissons d'autres systèmes. Ce système a été mis en place pour un pays qui avait 600 000 habitants. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 10 millions d'habitants, avec une réalité qui est tout à fait autre. On est un pays de high-tech, un pays qui a une économie et une vie de société qui
qui est sur une autre planète, j'allais dire, que celle qui a été en 48. Et pourtant, on a l'impression qu'on reste bloqué, même s'il y a eu une tentative il y a 25 ans d'un vote direct au poste de Premier ministre. C'est une bonne question. Il y a quelques années, presque tous les dirigeants politiques actuels de cette coalition ont à un moment évoqué une réforme complète du système électoral. Pourtant, ça ne figure pas dans les accords de coalition. Avigdor Lieberman, qui a fait une proposition de loi il y a quelques années pour vraiment changer le système, n'en a pas reparlé. Et comme si ça avait été mis, rangé dans un tiroir, tous ces projets de refonte du système électoral. On peut le déplorer, puisque oui, c'est les 2 ans sans budget, 2 ans d'élections qui ont coûté des milliards à l'État d'Israël. C'est la conséquence directe d'un système électoral qui ne fonctionne plus. Et Avi, tu as raison. Et ça fait déjà des années qu'il aurait fallu trouver un autre système. Et bizarrement, c'est plus du tout d'actualité, malgré ces 2 années difficiles pour les hommes politiques et surtout pour les électeurs israéliens. Une dernière question de ma part, sans quoi, s'il y en a d'autres, ils ont le temps de les écrire sur le chat. Est-ce que l'éventuelle réussite de ce gouvernement israélien, c'est-à-dire le fait qu'il puisse tenir le coup 1 an, 2 ans, 3 ans, plus, on ne sait pas, pourrait avoir une implication sur la société israélienne qui verrait des barrières se casser, telles que je l'ai évoqué dans mon introduction, c'est-à-dire qu'on regarderait les choses avec beaucoup moins de rigueur entre la gauche, la droite, les religieux, les non-religieux, les arabes, les juifs, les orthodoxes, un peu moins puisqu'ils ne sont pas dans la coalition, mais c'est-à-dire qu'une réussite de ce gouvernement, une réussite politique pour avoir une implication sociale. Je pense que enfin, c'est un des buts avoués de Lapid et de Bennett dans leur premier discours, dans le discours d'investiture de Naftali Bennett. Ils appellent Memchelet Ripouille, un gouvernement qui veut guérir les plaies des dernières années dans la société israélienne. Mais si je peux me permettre, j'ai le sentiment que quand on s'éloigne un peu du prisme politique et de ce qui se passe au niveau politique dans les médias, de ce qu'on voit immédiatement, de crise entre les religieux et les laïcs, les juifs, les arabes, j'ai le sentiment ces dernières années que la société israélienne se porte mieux sur le plan du rapprochement entre les différentes communautés, entre les différents secteurs. À partir du moment où dans quasiment quel Israélien peut dire que dans sa famille, il n'a pas quelqu'un qui a fait tchouva, qui est devenu Haredi, ou quelle famille ultra-orthodoxe peut dire qu'il n'a pas quelqu'un dans sa famille qui a quitté la religion. C'est qui ne côtoie pas, ne fût-ce qu'à l'hôpital ou comme chauffeur de taxi, un Israélien arabe, à l'armée, un druze. C'est-à-dire, la société israélienne est encore divisée, mais c'est la face, c'est une face, comment dire, très médiatisée, ces divisions. Je crois que ces dernières années, c'est moins fort que ça l'était avant. Et ce gouvernement qui réunit des gens aussi éloignés dans leurs idées politiques et religieuses que Avigdor Lieberman et certains députés de Yamina sur les questions religieuses, ou que Nitzan Horowitz, le dirigeant de Meretz, et Gidon Sa'ar sur le plan politique, ça permet d'avoir une autre perspective sur l'avenir de la société israélienne. Et s'ils réussissent ensemble, donc religieux et non religieux, je dirais aussi Ashkenaz et Séfarades, juifs et arabes, Olim et plus anciens dans le pays, à faire avancer les choses sur le plan social au niveau de la société israélienne, alors c'est que l'État d'Israël aura gagné et la société israélienne aura gagné avec ce gouvernement, ce qu'elle attend depuis longtemps. J'aurais voulu finir avec cette belle conclusion, mais on me pose une question que notre ami Mathias Imbar aurait voulu probablement intervenir. C'est un de nos invités. La fameuse déclaration de Blinken sur le « no surprise », c'est-à-dire que l'État d'Israël ne veut nullement être surpris par des interventions, surtout militaires, et on sait, Dieu seul sait, et l'histoire le racontera seulement dans très longtemps,
tout ce qu'a pu faire Israël ces 15 dernières années, surtout par rapport à l'Iran et d'autres dossiers encore ultra secrets que nous connaissons peu. Mais c'est évident que tout ça n'a pu se faire très souvent, en tout cas, surtout ces 4 dernières années, qu'avec l'approbation de l'administration américaine. Est-ce que ce nouveau président, et on sait à quel point l'influence de l'administration américaine est forte sur la politique sécuritaire et étrangère de l'État d'Israël, est-ce qu'on peut s'attendre à, comme l'a dit notre intervenant, un abandon de la dissuasion israélienne? Pas du tout. Je pense qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Joe Biden est depuis longtemps connaît Israël depuis longtemps. Il a été vice-président. Netanyahou aimait à rappeler qu'ils étaient amis depuis 40 ans, même si leur amitié personnelle ici ne joue pas un rôle. Mais l'administration américaine, les plus hostiles à Israël et à la politique d'Israël, on se rappelle à l'époque d'Yitzhak Shamir, où les tensions entre l'administration américaine et le gouvernement israélien étaient beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui. Les Américains sont restés les alliés fidèles. Aujourd'hui, face à l'Iran, est-ce que ce que Biden va faire face à l'Iran est essentiel pour Israël? Mais comme tu l'as dit, Israël sait se débrouiller tout seul aussi, et je ne crois pas que le changement de gouvernement ici et le changement de l'administration à Washington va changer la donne pour ce qui est de l'avenir sécuritaire d'Israël. Je suis très confiant et très optimiste. Sur cette note très optimiste et très confiante pour l'avenir d'Israël, je remercie vraiment du fond du cœur Michael d'avoir répondu, de nous avoir éclairé, comme je l'avais dit, donner un petit décryptage pour mieux comprendre, parce que c'est vrai que nous avons, par les médias français, des choses très générales. Là, on a de façon exprès, j'allais dire, nous sommes descendus un petit peu dans une résolution beaucoup plus détaillée. J'espère que ça nous permettra de mieux comprendre et de mieux analyser les prochains développements dans la politique israélienne. Merci encore à Naftali et Yasmine pour l'organisation de cette rencontre. Merci à vous, cher public. On se retrouve en fin de semaine pour notre prochain rendez-vous, si je me trompe, jeudi prochain à 19h heure de Paris. Non. Yasmine, non, parce on sera présent à Marseille. Ah oui, pardon. Oui. Donc, on vous informera du prochain rendez-vous pour le salon Massa. par un mail dans quelques jours. Merci beaucoup, Michael. Bye. Merci à vous. Bonne fin de jeûne pour ceux qui jeûnent. Et à très bientôt. Bye, Shavua Tov.